septembre 2021. Oui, c'est ça, c'est le septembre 2021, où j'expliquais tous mes travaux en physique, pareil, tout mon parcours à la découverte de cette physique, où là, bon, j'étais rentré quand même beaucoup dans le détail, donc maintenant, j'ai tendance plutôt quand même à rentrer moins dans le détail, parce que pour tout expliquer, il m'a fallu 3 heures, et 3 heures de live sur Nuria TV, mais là, bon, voilà, pour les personnes qui voudront, après, qui voudront plus d'informations, auront des informations encore plus détaillées, mais donc maintenant, en général, j'essaie d'être un peu plus concis dans les explications. Oui, que ce Voilà. soit à la portée des gens, parce que c'est vrai que pour beaucoup de Oui, personnes, l'aspect scientifique est un peu compliqué, mais aujourd'hui, c'est important de faire comprendre qu'en réalité, nous vivons dans un champ informationnel et que ce que tu vas nous expliquer au travers de ces slides que nous allons mettre, de cette fameuse fusée spatiale SpaceX, il est arrivé quelque chose qui n'est pas du tout dû au hasard et que tu as travaillé dessus. Et derrière, le plus génial, c'est que tu as eu confirmation par Elena Danahan et voir les équipes bien au-dessus. Mais c'est à toi de nous expliquer oui, tout cela. oui, oui. Et donc, grâce à cette fameuse émission sur Nera TV en septembre 2021, le livre d'Elena Danaan, We Will Never Let You Down, c'est son second livre, en fait, Mm. donc, sur l'ufologie. Eh bien, ce livre venait de sortir une semaine avant, et j'avais découvert qu'il y a tout un chapitre technique qui donc, explique le fonctionnement des ovnis selon les informations qu'elle a reçues de Thor Han, donc son contact extraterrestre, donc pilote de vaisseau. Et ces informations collaient complètement avec moi la physique que j'ai redécouverte. Et alors que je suis un peu le seul à être dans ce domaine ou dans cette approche de la physique. Il y a beaucoup de. Alors, je dis toujours qu'il y a presque autant de théories physiques que de physiciens, mais donc j'étais un peu isolé avec ces théories qui affirment que la relativité générale est complètement fausse. Et en fait, ce livre, eh bien, corrobore totalement, donc ce chapitre dans le livre d'Elena Danaan, corrobore totalement mes théories et ce que moi, j'ai retrouvé. Et du coup, après, donc je présente après son livre, à la fin de l'émission, je présente ce livre, alors qui va être traduit ou qui est en cours de traduction, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas en anglais. Et du coup, j'ai pu publier ou transmettre à Elena le lien de l'émission. Alors, on ne se connaissait pas du tout à l'époque. On avait eu quelques petits échanges. Je ne sais plus à quel moment j'avais commencé à échanger avec elle. Bon, c'est peut-être c'est à ce moment-là voilà, que j'ai commencé à échanger avec elle. Donc, je lui ai transmis le lien de l'émission. Et là, elle aussi, elle était très intéressée d'avoir des validations scientifiques Eh oui. de ce qu'elle raconte. Parce que c'est pareil, elle raconte des choses qui sont extraordinaires. Et elle est intéressée pour avoir quelqu'un qui apporte des preuves aussi là, scientifiques qui vont dans le même sens que ce qu'elle affirme. Parce que c'est effectivement, nos travaux se complètent mutuellement. Et donc, depuis cette émission, j'ai pu après faire une autre, du coup, une émission avec elle en février, une interview. Il y avait eu une première émission sur la physique des ovnis avec Dan Winter en anglais. Mhm. Et après, on a refait une seconde émission, donc uniquement en français, où j'avais plus le temps d'expliquer bien, mes travaux. Et aussi, du coup, j'en ai profité pour parler de ce que j'avais trouvé sur cet incident d'une explosion de la fusée SpaceX qui est arrivée en 2016, parce que c'est un dossier sur lequel je vais énormément travailler. Et donc, que je vais pouvoir expliquer en détail. Et comment je me suis retrouvé à Orlando? Donc, déjà, quand il y a eu la conférence à Orlando, Elena m'avait demandé de vérifier ce qu'elle allait dire sur le plan technique. Donc, je l'ai un petit peu aidé pour sa présentation et même sa présentation après s'appuie fortement sur mes vidéos, en fait. Donc, c'est aussi un énorme honneur d'avoir mon travail, mon travail présenté à Orlando. Finalement, c'est l'une des vidéos sur ma chaîne YouTube sur l'antigravité, de mémoire la vidéo numéro 81, sur laquelle Elena a pu pas mal s'appuyer pour ses slides.
Et puis, donc, j'étais un peu je servais un peu de conseiller scientifique et c'est pour ça que, du coup, elle parlait de moi aussi dans certaines interviews avec Danny Henderson qui a organisé la conférence d'Orlando. Elle disait qu'elle était en contact avec un scientifique français. Et puis, du coup, eh bien, quand la conférence a démarré, après sa présentation, elle avait évoqué qu'elle s'appuyait sur mes travaux scientifiques aussi. Du coup, j'ai été invité à rejoindre les participants. Ça, c'était aussi une chance énorme de, d'être intégré dans l'équipe, Hmm. alors que c'était totalement prévu. Et puis aussi, quelques jours auparavant, j'étais bien inspiré, ou j'avais aussi oui, bien inspiré là-dessus. J'avais transmis à Elena et à Danny Anderson une vidéo justement sur l'incident SpaceX, où je rajoutais, donc ce que je vais évoquer tout à l'heure aussi, donc je complétais la confirmation qu'on avait eue par Anax, le contact, un des contacts extraterrestres qui, lui, fait partie du Conseil des Cinq dans la galaxie. Donc, bon, je détaillerai tout ça tout à l'heure. Et donc, je vais envoyer cette vidéo à Dany en disant, bon, j'ai ça, si ça peut être présenté à la conférence, bon, ça serait pas mal. Je vais envoyer ça. Et elle m'avait répondu que c'était super et tout, mais bon, elle ne pouvait pas me promettre de le passer parce que l'agenda était déjà bien complet. Mais finalement, elle a trouvé, juste avant la clôture, le dimanche après-midi, le dimanche midi, à la pause de midi, on en vient à reparler de ça. Puis, ah ben oui, ta vidéo, effectivement, eh bien, on la passe dans une demi-heure. Parce qu'il y avait juste une séance de questions-réponses à 14 heures. Et puis, elle dit, bon, bah, ok, ben, on en parle dans une demi-heure. Et donc, une demi-heure après, voilà, j'étais sur scène à expliquer ça. Voilà. Et donc, on va pouvoir expliquer un peu mieux cet Voilà. incident aujourd'hui. Tu vas nous expliquer en détail, ainsi on comprendra mieux Oui, du début jusqu'à oui. la fin, en fait, que tu as été guidé. Tu es scientifique, mais tu es un scientifique guidé depuis le début. Parce qu'à une prochaine Mm. interview, tu nous expliqueras aussi la physique de l'éther et tu nous parleras de ce fameux bateau que tu as vu où justement ça ouvre aussi ta conscience et ça t'interroge depuis le Oui, début. Voilà. j'ai beaucoup de guidance ou de Hmm. synchronicité qui m'aident effectivement à trouver, parce que ce que j'ai trouvé, c'est un peu ce que cherchent quand même tous les physiciens, et c'est un inconnu qui trouve ça dans son coin. Voilà, donc bon, On est c'est tous dans assez. notre coin, mais en fait, Ouais, on est reliés quand même. C'est là oui, où donc, ce merveilleux se montre bien quand même. Alors, si tu es voilà. d'accord, je vais mettre le début de la présentation et je te laisse me guider. On va peut-être montrer la vidéo tout d'abord. Alors, Oui, alors je vais juste expliquer avant. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, un événement qui est arrivé donc, le 1er septembre 2016 à Cap Canaveral, où la société SpaceX s'apprêtait à lancer, de mémoire, c'était sa 44e ou 45e fusée. Euh, et donc le 1er septembre, on est un jeudi, la fusée devait décoller le samedi. Il faisait un essai au sol de remplissage de réservoir. Et heureusement, il y avait une organisation, donc une association de vétérans de l'armée américaine qui filmait un peu tous les préparatifs en haute définition, haute résolution et de haute qualité aussi à 60 images secondes. Et de coup, ils ont filmé l'accident ou l'événement. Et c'est grâce à, à leur vidéo en très haute définition que j'ai pu faire des trouvailles incroyables. Voilà. Donc on va voir déjà la première vidéo qu'ils ont diffusée, qui est la vidéo en temps réel de l'explosion. allez, on y va.
Alors, Voilà, donc là, ouais, ça c'est donc là, la vidéo en temps réel. voilà. La vidéo en temps réel de l'accident. Alors, le son, là, moi, je ne l'ai pas eu tellement en retour, mais donc le son, il arrive, l'explosion arrive 12 secondes après. Ça, c'est un élément important alors qu'on peut retrouver dans des vidéos sur ma chaîne, hein, je vous explique ça aussi, en particulier la vidéo 64. Voilà. Et là, Voilà, on donc voit là, en fait, au fur et à mesure que l'on avance, cette tache noire, là, qui descend, qui descend. qui va de droite à gauche. Et là, voilà. Et là, on a en fait, on a au-dessus de l'antenne du centre à gauche, on voit cet objet noir qui bouge, qui avance, et la fusée qui commence à exploser. Donc, il y a Exactement. vraisemblablement ce projectile qui est là. Alors, si tu veux, je vais avancer. Est-ce que tu vois bien là, Chris? Est-ce que tu vois quelque chose? Dis-moi. Alors là, pour l'instant, non, j'ai une page blanche. Voilà, oui, oui, c'est bon, là, j'ai la Voilà, vidéo. voilà. Alors, là, Oui, voilà. Ici, c'est ça. je reste sur la Voilà. photo ou je vais... Oui, 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 tu peux rester sur la photo, là. Voilà. Donc, quand il y a eu cet incident donc, le jeudi, eh bien, déjà, donc, rapidement, les gens ont constaté ce point noir image par image. Et donc, dès le vendredi, il y a déjà des articles qui sortaient sur Internet. Eh bien, c'est quoi ce point qui passe là, juste au moment où la fusée explose? Toute la question était de savoir, y a-t-il un rapport entre l'explosion et le passage de cet objet? Donc, c'était le débat du moment. Et donc, dès le vendredi, eh bien, alors, il y a Michael Salla qui a sorti un article, donc c'est l'article que j'ai dans le slide suivant, ou un extrait. Et bon, alors moi, alors ça, c'est l'article de Michael Salla. On voit qu'il est daté du 2 septembre 2016, donc le lendemain. Michael Salla, on voit donc en bas à droite de son article, là, il suppose que c'est un ovni qui a tiré, voilà, qu'ils ont zoomé sur l'objet, et donc tout l'article pose la question, en gros, est-ce que c'est un ovni qui a tiré sur la fusée? Alors, bon, cet article, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus tard. J'avais trouvé, par contre, un autre article de Veteran Today, pareil, daté du 2 septembre. Euh, et donc, c'est ça qui m'a interpellé. Et du coup, dès le samedi, je me suis intéressé à essayer de faire des calculs sur la trajectoire de l'objet. Donc ça, j'ai commencé ces calculs le samedi, mais dès le samedi midi, je trouvais qu'il y avait des choses quand même intéressantes ou étranges. Déjà, l'objet, donc il y avait trois hypothèses. Soit c'est un faussaire, mettons, qui aurait voulu rajouter ça dans la vidéo. Soit c'est un objet, un oiseau qui passe ou un insecte, parce que finalement, la théorie officielle, c'est que c'est un oiseau ou un insecte qui passe, une tâche qui passe là, devant l'objectif, mais que ce n'est pas un ovni. Et bah, tous mes travaux démontrent en fait que la suite des points, des coordonnées qu'on voit dans les images, qui nous donnent donc la trajectoire de l'objet, cette suite de coordonnées a des propriétés mathématiques remarquables. Et c'est tout ce que je démontre. Et ces propriétés mathématiques ne peuvent pas être le résultat du hasard. Et donc, c'est grâce à des astuces qui me sont venues, mais qui m'ont peut-être certainement été envoyées, que j'ai réussi à décoder, donc à calculer, à retrouver la trajectoire exacte et à démontrer que non seulement cette trajectoire donc, a des propriétés mathématiques remarquables, mais qu'en plus, dedans, il y avait un message qui était codé. Et donc, je vais expliquer ça. Et donc, les astuces que j'ai utilisées, c'est déjà, on a vu tout à l'heure, on disait le son. Le son arrivait 12 secondes après l'explosion. Donc, c'est comme quand on a un. Attends, bouge pas trop vite, ouais, tu peux rester là. Ouais. Donc, le son
le son est arrivé 12 secondes après l'explosion. Et c'est comme quand il y a un orage, hein, donc l'écart entre l'éclair et le son nous donne la distance de l'éclair. C'est 3 secondes par kilomètre. Donc là, on était à 12 secondes. Ça voulait dire 4 kilomètres de distance. Donc ça voulait dire que la caméra était située à 4 kilomètres de distance. Et un ami au travail, un autre ami au travail, qui est spécialiste en photo numérique, m'avait confirmé que du coup, la résolution dans l'image est constante sur toute l'image. Et ça m'a permis d'utiliser la fusée SpaceX comme règle et de pouvoir faire des calculs de calcul de coordonnées en mètres plutôt qu'en pixels dans l'image. Et donc là, j'ai pu en déduire la vitesse. Donc je voyais que les coordonnées du point dans l'image, c'était comme si le point ralentissait. Quand il va de droite à gauche, on se dit c'est bizarre, il freine. Bon, je dis, bon, il n'a pas trop de raison de freiner. Et alors, ça aurait été un faussaire, il aurait mis les points, mettons, toujours à la même distance. En général, si tu voulais truquer la vidéo, tu dis, OK, dans chaque image, je vais mettre une certaine distance, mais ça sera toujours la même. Tu ne penses pas à freiner ou à ralentir. Et moi, j'étais persuadé, je me dis, bon, OK, si c'est un objet intelligent, pour moi, surtout que ça dure qu'un quart de seconde, je me disais, j'ai fait l'hypothèse que en fait, l'objet prend un virage. Et donc, en fait, on a une illusion de freinage, mais c'est parce que finalement, il tourne et il prend de la profondeur, il s'éloigne. Donc là, du coup, bah, c'est l'hypothèse que j'ai prise, que la vitesse est constante. Et, bon, donc, en fait, si la vitesse est constante, la vitesse au carré est constante. Et donc, ça donne, donc, sur les 3 coordonnées x, y, z. Donc, x, y, pour moi, c'était les coordonnées dans l'écran, en largeur et en hauteur, et puis z en profondeur. Donc, ça veut dire que finalement, cette vitesse sur ces 3 coordonnées est constante. Donc, la somme des carrés est constante. Et donc, ça m'a permis de reconstituer eh bien, exactement retrouver la vitesse en profondeur à chaque instant. Alors, il est pareil, j'ai eu une astuce, c'est qu'on ne connaît pas la vitesse en profondeur quand l'objet rentre donc dans le champ de vision à droite. Rien nous prouve que l'objet va donc va seulement de droite à gauche. Il peut aussi aller un peu vers le fond. Tu me suis? Mais quand on dessine après, donc au début, j'avais supposé qu'il allait de droite à gauche et puis qu'il allait tourner après, s'éloigner. Donc là, au début, je suppose qu'il a une vitesse nulle en profondeur. Mais ça ne donnait pas une belle courbe, ça donne une cassure dans la trajectoire. Et donc ça, c'est impossible. C'est impossible pour un objet physique ne pourrait pas avoir une cassure dans sa trajectoire. Donc pour éviter d'avoir cette cassure dans la trajectoire, ça m'a donné finalement quelle vitesse initiale il faut lui donner pour pas qu'il y ait de cassure dans la trajectoire. Donc on trouve la première valeur de la coordonnée VZ qui manquait, qui était une inconnue en fait. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Elon Musk, il avait demandé début septembre, il disait, mais bon, tout allait bien, tous les paramètres étaient bons, il n'y a aucune raison que la fusée explose, on nous a tiré dessus, en fait. C'était ce que disait Elon Musk, on nous a tiré dessus. Et il avait fait un appel sur Internet s'il y avait d'autres personnes qui avaient des vidéos, des informations, parce qu'il espérait, je pense, avoir plusieurs films pour faire une reconstitution en 3D. Et normalement, pour une reconstitution en 3D, il faut deux vidéos. Mais du coup, moi, je lui ai envoyé mes calculs. Et donc à lui et à la société SpaceX. Bon, ils ne m'ont jamais confirmé officiellement qu'ils avaient bien reçu les informations, j'ai renvoyé 3 fois. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'enquête qui a eu lieu, l'enquête était très rapide parce que la fusée a explosé en 1er septembre. Quasiment 1er janvier, ou fin décembre, début janvier, l'enquête officielle est bouclée et ils disent que c'est un réservoir d'hélium qui a explosé. Ce qui voudrait dire quand même qu'il y a un problème hein, dans la fusée. S'il y a le réservoir d'hélium qui explose, il y a quand même un petit problème. Et malgré ça, ils sont autorisés à faire redécoller la fusée suivante 3 semaines après. Donc déjà, ça ne tient pas tellement debout. S'il y a vraiment un bug de conception, la fusée suivante n'aurait pas trop eu le droit de redécoller. En tout cas, c'est mon avis.
Mais bon, je suis quand même dans le domaine technique. S'il y avait un gros souci sur la fusée, il faudrait déjà commencer par le corriger. Et donc, grâce à ces calculs, donc je trouve la vitesse, donc la vitesse initiale, et du coup, j'obtiens la vraie vitesse de cet objet. Et j'obtiens la valeur de 2800 km/h. 2800 km/h, ça paraît énorme. Et donc, ça veut dire que déjà, c'est pas si c'est un drone fait par des concurrents qui auraient tiré sur la fusée, c'est quand même un super drone parce qu'il va même plus vite qu'un avion de chasse, hein. Ça va plus vite qu'un avion de chasse. L'avion de chasse, il va pas à 2000, 2300, entre 2000 et 2500 km/h. Bon. Donc là, on est à 2800 km/h, donc ça paraît extraordinaire. Et alors, j'ai été amené, j'avais fait des calculs et donc j'avais trouvé que j'avais sorti une première vidéo le 11 septembre, donc 10 jours après, j'avais sorti sur ma chaîne une première vidéo avec tous les résultats de mes calculs, où j'annonçais ces 2800 km/h. Et j'avais trouvé aussi que au moment du, du tir. Donc, j'avais trouvé le meilleur moment pour tirer. Ça, alors, ceux qui sont allés chez Disney, par exemple, faire l'attraction Buzz l'éclair, pourront comprendre facilement, en fait. La question pour moi, c'était maintenant, si c'est vraiment un objet qui tire sur la fusée, à quel moment il va tirer? Au moment où il tire, il est à 100 mètres de la fusée. Donc, il y a quand même une certaine distance de sécurité. Donc, on Oui, voit effectivement sur les courbes, en fait, la courbe bleue, c'est la distance, en fait. Donc, c'est la trajectoire. La courbe bleue, c'est la trajectoire de l'objet vue de dessus. Donc, oui, vue de dessus avec la fusée, la fusée à la coordonnée 0, 0. Donc, la mm, courbe bleue, c'est la trajectoire de l'objet qui arrive par la droite et puis qui s'approche et qui repart à d'accord. gauche. Donc, ça, c'est la courbe bleue Donc, avec elle le fait bien une pistolet. courbe quand même. On voit que ça, Oui, elle oui, vient, se positionne, tire et elle repart aussitôt. c'est ça. Et donc, à droite, l'échelle de droite, tu as la distance. Mm, Donc à droite, tu vois les distances et la mm, distance, donc tu vois tout en bas, c'est 100 mètres. Tout en mm. bas à droite, là, tu vois l'échelle, c'est marqué 100 mètres. Au début, il est à. Alors, je ne vois pas bien. Au début, il est à 300 mètres. Non, il est à oui, 108, 110. Là, il s'approche à 100 mètres, il repart. Oui, 100, 102, c'est entre 100 et 102. Oui, Ouais. ouais. Et euh, donc ça donne, en plus, et donc ça, c'est une coïncidence aussi extraordinaire, c'est que ça donne ce chiffre exactement 100 mètres 00. C'est quand même aussi, c'est pas n'importe quoi comme chiffre. Ah Donc, oui, c'est ce que donne. C'est 100, 0, 0. exactement, D'accord. voilà. Donc, c'est quand même pareil, une coïncidence Oui, extraordinaire. oui. Bon. Et encore plus extraordinaire, c'est que donc, quand tu ajustes finalement, donc, tu ajustes la profondeur. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais calé la profondeur pour que, effectivement, au moment du tir, ce soit la distance minimum. Enfin, il faut juste positionner la courbe en profondeur à la bonne distance. Et donc, ça te donne la bonne distance de 100 mètres au moment du tir. Et ce qui est intéressant aussi, donc la courbe en marron, c'est l'accélération. En fait, c'est l'accélération en. Alors, pardon, là, c'est ce que j'appelle la vitesse angulaire. Au début, j'avais calculé l'accélération en g, donc je trouvais donc l'accélération en g, bon, ça te donne une courbe exactement pareille, hein. C'est exactement le même type de courbe, parce que entre ce qui est affiché là, la vitesse angulaire et l'accélération, c'est les formules qui y en dessous. Mm, Euh, on multiplie l'accélération, c'est le rayon de courbure fois la vitesse angulaire oméga au carré, ou la vitesse mm. fois la vitesse angulaire. Et comme la vitesse est constante, l'accélération est proportionnelle à la vitesse angulaire oméga. Alors Eh attends, Chris, bien, j'ai besoin de savoir, quand il repart, est-ce que la puissance équivaut à un avion de chasse ou plus? Parce que mais nous, on a besoin de comprendre, qui sommes derrière cet écran, cette puissance quand il repart, cet objet. il a une vitesse, il a une vitesse constante. En fait, moi, l'hypothèse, c'est D'accord. que cet objet comme ça dure un quart de seconde, hein, Oui, les images, et j'ai un 16 quart de seconde. images, Oui. ça dure un quart de seconde. Hmm. Donc, je suppose que dans ce quart de seconde, la vitesse est constante et ça va montrer, ça va mettre en évidence toutes ces propriétés mathématiques donc, qui ne sont pas le fruit du hasard.
Et donc l'accélération, c'est comme un pilote de chasse, en fait, un pilote de chasse dans un avion de chasse, un pilote va supporter maximum 10 G, ça veut Oui. dire 10 fois son poids, d'accord? Mm, mm. L'accélération maximale que le pilote et l'avion supportent, mais c'est surtout à cause du pilote, c'est 10 G. Et donc là, le résultat donne 80 G, donc dans la courbe marron, tout en bas au moment du tir, Ah en fait, oui, j'avais trouvé 80 G. Donc là, ce que j'affiche, c'est la courbe. Bon, alors, on a euh, finalement dans les calculs Excel, tu sais, les deux oui, dernières oui, colonnes qui sont encadrées en rouge. oui. En fait, l'accélération, tu vois L'accélération. que c'est en Et fait. oméga, tu as marqué. Voilà, donc, Mm, la dernière colonne, l'avant-dernière colonne, c'est l'accélération. Alors là, c'était pas en G, il y a un coefficient 10 à peu près léger. De toute façon, il faut diviser par 9,81. mm. Donc en fait, là, c'est 787 mètres par seconde carré. Donc si tu divises à peu près par 10, ça va donner 78 G. Le C'est 787, là, te énorme. donne Mm. à peu près 80 G. Bon. Donc tu te dis, bah, disons pour un engin, 80 G, c'est quand même beaucoup. Mais ça, c'est la valeur minimale tout en bas de la courbe, 80 G. Au début, tout en haut, donc au début de la trajectoire, donc quand il rentre dans le champ de vision ou quand il en Oui, ressort, il est à donc 3000, 3898. voilà. Donc ça veut dire 400 G. L'engin Oh là là. supporte 400 G juste en entrée et à la sortie. Et tout ça en un quart de seconde. Ah oui. La C'est variation quand en même- un quart de seconde, Donc, 3898, c'est fou ça. voilà, donc c'est monstrueux. Bon. Mm, mm, Et Et donc, donc déjà, les chiffres étaient énormes, hein, 400 G en entrée de virage, mm, 80 G pour tirer au mm, moment du tir et 400 G en sortie. mm. Et ce Alors, que attends, j'ai j'ai une trouvé. question, Chris. 400G, est-ce qu'il y a sur le plan terrestre un avion qui fait ça, qui arrive à faire Ah non, 400G? non, Ok, je pense d'accord, pas que alors, d'accord. Le maximum, c'est un combien? avion. Non, ça, je ne sais pas dire, tout dépendrait. Là, bon, là, c'est une boule. Là, c'est une boule, c'est une forme quand même peut-être un peu plus résistante qu'un avion avec des ailes. L'avion avec Mm, des ailes, il ne durera pas longtemps. Bon, là, la oui, boule, elle peut peut-être supporter des chocs. En fait, 400 G, c'est en fait quand des choses, quand tu tapes, en fait, c'est plus un choc. Déjà, un choc, c'est 20-30 G. C'est quand tu tapes sur quelque chose, tu lui donnes des chocs. En fait. Donc, la oui. 400 G, c'est un choc énorme. Mm, d'accord. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors, quand j'avais sorti ces chiffres, il y avait beaucoup de gens donc, personne n'était d'accord avec mes calculs ou disent non, non, mais c'est pas possible, c'est un oiseau, c'est un insecte, etc. Ils ne voulaient pas écouter finalement ou même regarder les calculs et accepter que effectivement ça donne des chiffres remarquables. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que quand on regarde, en fait, maintenant, quand on prend ce qui s'appelle la vitesse angulaire oméga, la vitesse angulaire oméga, c'est un paramètre, c'est la vitesse à laquelle on tourne en radians par seconde. Et là encore, ça donne un chiffre incroyable parce que ça donne 1,00 radians par seconde. Donc c'est la petite case qui est Ah, en rouge enregistrée. Donc d'accord. parce que la ligne jaune dans mon tableau, c'est le moment où la fusée explose. Donc en Oui. fait, c'est tous les calculs. La ligne jaune, Mm, c'est quand la fusée explose. Et je suppose que le tir se passe, en gros, une image avant, le temps que l'explosion se propage. Je me dis, OK, bon, je suppose que l'objet tire une image avant l'explosion. Et donc, ça donne 1,00 radians par seconde. Et donc, c'est la courbe marron. La courbe marron, c'est la vitesse du virage en radians par seconde, hein. Euh, et on voit que ça passe pile poil sur la valeur 1 radian par seconde. Donc, on a l'échelle sur le graphique. C'est l'échelle qui est au centre. Tu as au milieu, en vertical, là, tu as des chiffres 1, 2, 3, 4, oui, 5, là, 1, 2, oui. 3, 5, 6. Donc ça, c'est la vitesse de rotation en radians par seconde, c'est l'échelle de la courbe marron. D'accord? Ça, c'est pour la D'accord. courbe marron, Mm, alors que les chiffres à droite, c'est pour la courbe bleue. ok. Donc les chiffres à droite, c'est la distance pour la courbe bleue, et au milieu, c'est les chiffres pour la vitesse angulaire Mm, en radians par seconde. Et donc là, pareil,
je Ah dirais, oui, à coïncidence, entre l'intersection, guillemets. tu te retrouves un point zéro Voilà. zéro. Ouais. Voilà. Coïncidence, entre guillemets, si Mm. c'était un oiseau ou un insecte. Est-ce que je passe le... Voilà, Voilà, la... donc après, pour faire taire, je dirais, ceux qui disent non, non, qui ne veulent pas discuter et qui disent non, c'est un oiseau, et puis bon, il n'y a pas à discuter, c'est un oiseau, point. Il y a zéro discours, hein, c'est avec Mm. les gens qui ne sont pas d'accord, de toute façon, tu ne peux même pas discuter. Donc là, j'ai refait, c'était plutôt en 2018, quand j'ai refait des vidéos. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a quand même, il y a 7-8 vidéos maintenant autour de ce dossier. Donc j'avais commencé dès septembre 2016, j'avais sorti une première vidéo. J'en ai ressorti une deuxième, que je dise pas de bêtises. Après, j'en ai ressorti une autre en mars 2017. Finalement, j'ai trouvé, en fait, oui, j'ai trouvé les propriétés mathématiques au fur et à mesure, les preuves mathématiques au fur et à mesure. Donc, je vais retrouver le, le signal. Donc, ça, oui, c'est en mars 2017 que j'ai trouvé donc une propriété que je vais expliquer tout à l'heure sur le fameux chiffre 777 qui est encodé là-dedans. Voilà, Bon, mais c'est ça. déjà donc, là, je montre qu'il y a plein, il y a plein d'événements de coïncidence. Donc là, la fusée, l'objet passe au moment où la fusée explose. Donc c'était le 44e tir de mémoire. Alors que les autres tirs, bah, c'était bien passé. Alors, il y avait eu deux, non, il y a eu un autre échec avant. Donc ça faisait deux échecs sur 44 tirs. Donc en arrondissant, ça fait 5% de probabilité d'échec. Et donc là, il nous faudrait qu'un oiseau, il faut qu'un oiseau passe au moment où la fusée explose avec une probabilité en gros de 5% d'exploser. Donc j'ai un premier 5% de chance, c'est l'explosion de la fusée. Et puis il y avait des oiseaux qui passaient aussi. On voyait dans le reste du film, on voit des oiseaux qui passent de temps en temps. Je me dis, OK, bon, il y a la probabilité d'avoir un oiseau sur l'image, c'est 5%. Et Mhm. puis après, on voit que cet oiseau, entre guillemets, aurait une trajectoire quand même à peu près symétrique par rapport à la fusée, qu'il aurait donc cette vitesse de rotation angulaire de 1 radian par seconde, qu'il passerait, où les calculs donnent une valeur remarquable à 200 mètres. Bon, donc à chaque fois, j'essaie de donner une probabilité. Et quand on multiplie toutes ces probabilités, ça donne une chance sur 1 million. Donc, je suis assez gentil en plus sur les probabilités que je donne, parce que je pense que la vitesse angulaire de 1 radian par seconde, j'ai dit, OK, la probabilité c'est 5%, mais j'imagine que c'est même si tu varies entre 0 et 10 radians par seconde, pour la probabilité d'avoir 1,00, c'est une chance sur 1000 en fait. Oui. Donc, bon, là, donc, Mhm. c'est une chance sur 1000 plutôt qu'une de 5%. Donc, je suis vraiment pas méchant dans Mhm. les chiffres que je prends. Mais donc, globalement, il faut multiplier toutes ces probabilités pour avoir la probabilité globale de trouver tous ces hasards, toutes ces valeurs simultanément. Ça donne une chance sur 1 million que ce soit le fruit du hasard. Oui. D'accord? Donc, Mhm. ça veut dire que bah, si ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que c'est volontaire. Donc, la probabilité pour que ce soit volontaire, eh bien, c'est 1 moins 1 sur 1 million, ça veut dire 99,9999%. Et oui, Donc ça, je c'est dois avoir le incroyable, slide hein. suivant. Ben, je démontre que dans le discours des gens qui disent OK, c'est pas un drone ou c'est pas un engin extraterrestre, c'est un oiseau et il n'y a pas à discuter. Bon, ben moi, je démontre que les deux hypothèses n'ont quand même pas du tout la même probabilité. Il y a un rapport 1 million, et encore largement plus que 1 million, entre les deux hypothèses. Donc, bon, ça mérite quand même qu'on en discute. Bien sûr, Et, il faut poser, oui, et oui. Mhm. Et alors, où c'est encore plus intéressant, c'est que, alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé en avril 2017. J'avais pas percuté, en fait, donc en septembre, dès le mi-septembre, le 11 septembre 2016, j'annonçais dans ma première vidéo que la vitesse, c'était 2800 km/h et l'accélération, c'était 80 G à peu près. Mais j'étais pas dans les unités officielles. En fait, les vraies unités d'une vitesse, c'est pas les kilomètres heure, c'est les mètres par seconde.
Et quand on passe dans les vraies unités, c'est 770, la vitesse, c'est 777 mètres par seconde. D'accord. Et pareil pour l'accélération, quand on prend les vraies unités officielles de l'accélération, qui sont des mètres par seconde carré, bah, ça donne à 1% près. Donc j'avais des calculs plus précis, mais c'est un peu plus compliqué d'expliquer, où j'avais filtré les courbes, etc. Donc ça, c'est dans mes vidéos. Eh bien, ça donne à peu près 777 mètres par seconde carré. Et là, D'accord. on tombe sur une autre propriété. Donc ça, c'est ce qui est expliqué. Alors je trouve aussi que le rayon de courbure, qui est lié aussi à la vitesse et à l'accélération, ça donne, et à la vitesse angulaire, le rayon de courbure, ça donne aussi 777 mètres. C'est fou, oui. Parce que la vitesse angulaire est de 1 radian par seconde. En fait, c'est une propriété alors, que je remonte dans le slide, si tu peux remettre le slide juste avant, Oui. les deux slides d'avant, il y a les formules là, il y a les formules là. Donc, il y a la fameuse vitesse oméga, qui est la vitesse angulaire en radians par seconde, qui dans notre cas vaut 1. Eh bien, quand on dit que oméga égale 1, eh bien, on voit que accélération égale vitesse, et que accélération égale rayon, parce que donc les trois valeurs sont égales, D'accord. parce que oméga égale 1. Donc c'est une propriété mathématique. Et ce que j'ai découvert aussi à cette époque, en avril 2018, oui, en avril 2018, c'est que autant normalement, en fait, là, j'ai supposé que cet objet, s'il était intelligent, passait à peu près à la même distance que la fusée. Et comme la fusée est à 4 km, bon, bah, il passe à peu près à 4 km. On voit, il est 100 mètres derrière. Donc ça ne change pas grand-chose. Il est à peu près à 4 km. Et du coup, tous les calculs d'accélération, les 80 G, les 2800 km/h, sont liés à cette hypothèse qu'il est à 4 km. Si l'objet n'était pas à 4 km, mais s'il était à, mettons, 1 km, en fait, pour avoir la même vitesse dans l'image, il irait 4 fois moins vite. Hmm. S'il était 4 fois plus près, il irait 4 fois moins vite. Hmm. Donc, les gens peuvent dire, donc, les gens qui n'étaient pas d'accord avec les calculs nous disent, oui, mais ces chiffres-là, c'est parce qu'on prend cette hypothèse, etc. Donc, effectivement, les chiffres sont discutables en absolu parce qu'ils sont liés à l'hypothèse que l'objet passe à peu près à la même distance que la fusée. Ça, bon, il faut le savoir. Bon. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la vitesse angulaire oméga, c'est ce qui s'appelle, c'est un invariant mathématique. Donc, parce que ça, c'est comme, donc on le voit dans la formule, dans les formules. Si on prend, si tu remontes la vitesse avec les formules, pardon, le slide avec les formules, comme accélération, c'est vitesse fois oméga. Oméga, c'est accélération sur vitesse, et du coup, c'est indépendant de la distance qu'on choisit. Je pourrais prendre n'importe quelle distance, je D'accord. trouverai toujours un radian par seconde. 1 radian par seconde. Donc ce chiffre-là, il est absolu, donc il est indiscutable. D'accord. D'accord? C'est un invariant mathématique, on ne peut pas le remettre en cause. Mhm. Et donc, on ne peut pas le remettre en cause, et donc on a nécessairement accélération égale rayon égale vitesse. Ça, c'est indiscutable. Mhm. Et donc, le chiffre qu'on obtient, du coup, quand on prend les bonnes hypothèses, on trouve 777. Donc ça, je me dis, mais bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc là, on comprend, là, j'étais persuadé que il y avait un message, c'est pas un hasard, hein, tomber sur ce chiffre. Hmm. Oui, quand même, on veut nous dire quelque chose. Hmm. Donc quand j'ai trouvé ça, alors il y avait aussi l'altitude. L'altitude, C'est j'étais autour de ça, 75 mètres. l'altitude. Et oui. Alors, l'altitude, elle est beaucoup moins précise, parce que, bon, de toute façon, il y a le sol, il y a les bosses, etc. Mais Oui. l'altitude, j'étais autour de 75 mètres. Bon, je pense qu'effectivement, ça me surprendrait qu'à moitié que l'altitude, ce ne soit pas 77 mètres. Oui. Mais donc, celle-là, elle est quand même un peu plus imprécise. Bon. Hmm. Et du coup, alors je vais sortir, donc je l'ai là, ça c'est un magazine. Quand j'ai trouvé 777, là c'est sorti dans le magazine Top Secret. Ah oui, ça t'est pas passé. Bon, Att- oui, ça- on va, hop là, oui, on voit bien. Bon, ça c'est pas dans voilà. ce numéro Top Secret, numéro 91, qui est sorti en juin 2017.
j'avais expliqué tout ça dans le magazine Top Secret avec ce message 777. Et je faisais déjà l'hypothèse, donc les trois hypothèses, c'est un faussaire, c'est un oiseau, un insecte qui passe, ou c'est un objet qui a volontairement tiré sur la fusée. Donc j'expliquais que ça ne peut pas être un faussaire, parce que le faussaire, il n'aurait jamais pu faire tous ces calculs. Hein. La vidéo, les deux vidéos sont sorties. Donc il y a eu une première vidéo en temps réel, que j'en a commencé par montrer au début, et après la vidéo au ralenti. Ces deux vidéos sont sorties le jour même. Donc, un faussaire, il n'aurait pas eu le temps de truquer les vidéos. Et surtout avec tous les calculs aussi compliqués que ce qu'on avait. Donc, ça ne peut pas être un faussaire. Et tous mes calculs montrent que la probabilité que ce soit un phénomène aléatoire, comme un oiseau, un insecte qui passe au moment du tir et qui a toutes ces caractéristiques mathématiques dans la trajectoire, bon, on est à moins d'une chance sur 1 million que ce soit ça. Donc, mon hypothèse, l'hypothèse la plus réaliste, c'est effectivement que c'est un objet, un drone, en fait, un drone, un objet intelligent, qui a volontairement tiré sur la fusée et qui a en plus envoyé ce message 777. Donc, toute la question après, c'est de dire, OK, est-ce que ça peut être des humains, donc les concurrents d'Elon Musk, parce que Elon Musk disait c'est Lockheed, c'est Boeing, etc., qui ont tiré sur la fusée. Donc, est-ce que ça peut être eux qui auraient fabriqué un drone quand même ultra performant, qui aurait tiré sur la fusée et qui aurait envoyé ce message? Est-ce que c'est du coup un drone non humain? Et si c'est un drone non humain, d'où vient-il? Et est-ce que c'est des outils plutôt bénéfiques ou des outils plutôt maléfiques? Donc, moi, ma conclusion assez logique, bon, déjà, si des humains, si mettons les concurrents d'Elon Musk, du SpaceX, comme Boeing, Lockheed, avaient décidé d'envoyer un drone pour abattre la fusée, je ne les vois pas trop s'embêter à réussir à envoyer le message 777. Déjà, ils abattent la fusée, déjà, ils seraient très contents. Mais de là à réussir à encoder le message, il faut quand même réfléchir longtemps, quoi. Donc, bon, pour moi, je me dis, c'est. Puis déjà, la technologie, 2800 C'est ça. km/h, 80G, 400G en entrée de virage, Et 80G au oui. moment du tir. Je me dis, bon, il faut y aller quand même, hein, cette Mm. technologie. Elle n'est pas connue officiellement sur Terre. Alors, je pense qu'ils disposent de technologies. Alors, je démontre en plus dans mes travaux que c'est nécessairement une technologie anti-gravité. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Oui, dans l'image que j'ai retenue, quand je remontre l'avant-dernier slide où je montre l'image, voilà, celle-là, ouais. À ce moment-là, l'objet est éclairé par le dessus. Alors, on voit à peine, mais là, on voit que l'objet est éclairé par le dessus. Tu vois, là, Exact. Oui, et oui. il n'est Je pas sais. devant. Oui, C'est pas oui. devant qu'il est éclairé, c'est par le dessus. Oui. Alors, si C'est c'est, quoi alors ça, c'est une ça? image qui est, alors ça, c'est une image qui est hyper importante. Oui. Ça, c'est une image qui est hyper importante parce que alors, déjà, tous ceux qui disaient non, mais c'est un insecte, un oiseau, etc. Bon, donc, comme je disais, pour qu'il ait cette vitesse de passage dans l'image, l'oiseau ou l'insecte, il serait beaucoup plus près de la caméra pour avoir une vitesse raisonnable. Donc, il serait Mm. beaucoup plus près. Donc, si, mettons, il était 40 fois plus près, à 100 mètres au lieu de 4000 mètres, eh bien, il serait à 100 mètres et il serait 40 fois plus près et il irait 40 fois moins vite. Oui. D'accord? Si Oui. c'était un insecte ou un oiseau. Mais il ne serait pas éclairé par le dessus, il serait à Non. contre-jour. On voit un rayonnement en fait. C'est Alors, oui, perceptible oui, à l'œil, hein. C'est comme un rayonnement au-dessus. voilà. Et mon interprétation, donc j'ai expliqué ça dans la vidéo que j'ai présentée à Orlando, Mm. c'est un effet de déformation de l'espace-temps où, en fait, le rayon, l'espace-temps est déformé autour de l'engin. Et le rayon ne peut, finalement, un rayon qui viendrait vers l'objet est dévié vers le haut et redescend. Donc le rayon ne peut que éclairer l'objet par le dessus. Donc ça, c'est ce que j'explique. J'ai ça D'accord. dans ma vidéo 777. La lumière est déviée et retombe, redescend sur l'objet. Donc c'est pour ça que ça éclaire par-dessus et pas devant. Donc ça, c'est un effet de relativité générale ou disons, de déformation de l'espace-temps. Donc là, on a une preuve de plus que on n'est pas sur la physique classique. D'accord.
Et alors, ce qui est encore très intéressant, alors avant ça, c'est que en fait, mon hypothèse que l'objet tire quand il est au plus près, eh bien, par ce phénomène de déformation de l'espace-temps, c'est effectivement le seul moment où il peut vraiment tirer. Parce que sinon, son rayon serait dévié s'il n'est pas à la distance minimale. En fait, il a besoin que son accélération et le rayon du tir, tout ça se soit aligné. Donc, j'ai expliqué ça dans une autre vidéo donc, qui a été supprimée par Google, merci YouTube. Bon, alors, ma chaîne historique, je dirais, est présente sur un autre site qui s'appelle odyssey.com. Il y a toute la sauvegarde de mon ancienne chaîne. Vous pouvez trouver Chris Esson sur odyssey.com. Et donc, cette histoire d'alignement de tiré, ça doit être dans ma vidéo. Alors, qui s'appelle à l'époque, il s'appelait 777 aussi, mais qui est entre la 8 et la 10. En fait, son vrai numéro, c'est 9, mais je l'avais renommé 777 à l'époque déjà. Donc là, on voit l'alignement entre le rayon, le centre de courbure, l'objet, en fait, les trois points centre de courbure, objet et fusée sont alignés. Et c'est le seul moment où l'OVNI peut tirer. Sinon, son rayon serait dévié et il tirerait à côté. D'accord. Donc là, on a vraiment la preuve qu'il ne peut tirer que quand il est au plus près. Donc là, c'est un effet de relativité générale en gros. Alors, je ne veux pas dire relativité générale parce que pour moi, les hypothèses de la relativité générale sont fausses. Donc, c'est la déformation de l'espace-temps qui impose de tirer au plus près. Alors, donc cette photo est vraiment fondamentale. On va passer à cette dernière image où tu vas nous expliquer ton aventure jusqu'au bout. Voilà. Donc, alors, quand je suis passé donc quand j'étais interviewé par Elena Danaan sur sa chaîne en février 2022, donc j'avais expliqué alors, assez rapidement toute cette histoire de SpaceX, mes conclusions sur le code 777, mes conclusions sur le fait que c'est plutôt une race E.T. bénévole qui aurait tiré sur la fusée. Et puis je disais à Elena, mais bah oui, mais moi maintenant, j'aimerais savoir, toi qui es en contact avec là-haut, eh bien, demande. Moi, je veux savoir, est-ce que mon hypothèse est bonne et que veut dire 777? Donc, on a enregistré l'émission avec Elena le jeudi, de mémoire, c'était jeudi 17 février l'année dernière. Et donc, je dis à Elena, bah, si tu peux poser la question, voilà, pose la question. Et elle me renvoie un message le vendredi, comme quoi elle a envoyé la question à Toran. Donc, Elena envoie la question à Toran. Voilà, est-ce que mon hypothèse est bonne? Et que veut dire 777? Et elle me confirme le vendredi que Toran a bien lu la question. Mais elle me dit, mais tu sais, il n'a pas le droit de répondre comme ça, il n'a pas le droit de donner des informations, parce que c'est à nous de trouver les informations. Il n'a pas le droit de les donner ou il faut l'autorisation des instances supérieures pour donner ce genre d'informations. Et le dimanche, elle me renvoie ce message. Donc le dimanche, on reçoit une réponse. Je suis relativement ému quand je parle de ça parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. Hein. C'est Donc énorme. me renvoie la réponse. Comme quoi, ce n'est pas Torhan, son contact, qui a répondu, mais c'est les autorités, c'est le conseil, un membre du Conseil des Cinq, qui s'appelle Anax, qui est en contact avec Elena, qui est son père spirituel, en gros. Son père, oui. Et c'est lui qui donne la réponse. Et donc, tu poses une question, tu reçois la réponse d'Anax. C'est incroyable. Ouais. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et donc là, la réponse, c'est ça. Donc, 777 est le nombre de la haute loi d'ordre cosmique. Ceci était un message de la Fédération galactique, vous signifiant que l'ordre avait été bafoué. C'était l'un de leurs drones envoyés par le vaisseau mère de combat le 1er septembre 2016, car un accord ne fut point respecté de votre part. La leçon fut apprise. Ce qu'on en comprend, nous, c'est que Elon Musk,
ne respectait pas certains accords, ou la société SpaceX ne respectait pas certains accords passés avec eux, avec la Fédération Galactique. Et donc, depuis, il serait passé du bon côté. Oui, oui. C'est notre conclusion. Mais pour moi, ce sont des informations qui sont extrêmement importantes parce que la preuve qu'ils sont là, qu'ils interviennent, elle est irréfutable. C'est ça, Il n'y en a pas beaucoup. c'est Il n'y ça. en a pas beaucoup des preuves comme ça. Là, on a la preuve non seulement que ces engins existent, et qu'ils interviennent, et on suppose que dans cette fusée, il y avait des choses, on imagine que c'était une arme qui ne plaisait pas à la Fédération Galactique. On ne sait pas si cette arme aurait été dirigée vers les terriens ou dirigée vers l'espace. On peut tout imaginer. Mais donc, ils sont là et ils interviennent. Donc, c'est énorme. C'est incroyable. C'est Et donc, incroyable. du coup, et c'est pour ça que, du coup, Danny Henderson, à la conférence d'Orlando, a présenté cette vidéo. Parce que j'en ai fait, donc j'avais donc quand j'avais fait l'interview avec Elena, j'avais refait donc une vidéo, une synthèse de mes conclusions sur cet incident SpaceX. Donc, c'est la vidéo qu'on trouve sur ma chaîne YouTube, la vidéo 77. Alors, pareil, c'est quand même aussi une coïncidence incroyable. C'est que, alors, c'était ma 7e vidéo sur SpaceX. Et donc, toutes mes vidéos ont un numéro incrémental. Et forcément, celle-là, j'en avais fait 76 avant, c'est le numéro 77. Donc, c'était ma 7e vidéo sur SpaceX. Et elle Non, mais porte, moi, j'adore ça. elle porte le numéro 77. Bon. Donc ça, j'avais fait, je l'ai faite finalement le jour pour la publication de mon interview avec Elena. Donc elle est sortie la veille de la publication de mon interview sur la chaîne française d'Elena Danaan. Donc cette interview est sortie le 21 février 2022. Sur sa chaîne Elena Danaan France, et après elle l'a remis en mars, une fois qu'on avait tout traduit, elle l'a remis sur sa chaîne Elena Danaan, sa chaîne internationale avec les traductions en anglais. Mais donc la version originale est sur sa chaîne Elena Danaan France. Et donc, alors c'est tout à la fin de la vidéo, comme la vidéo, donc le 21, elle s'était publiée donc le 21 février 2022, ça c'était le lundi. Et elle a reçu donc le message d'Anax la veille, le dimanche. Elle m'avait envoyé donc la photo et le message d'Anax, elle me l'avait envoyé le dimanche, et elle m'a dit, bon, j'ai juste le temps de mettre ça à la fin. Donc, si vous regardez, les gens vont voir mon interview donc, soit sur sa chaîne Elena Danaan France ou internationale, ils vont tout à la fin, les dernières secondes de l'interview, c'est la photo d'Anax, donc elle a le montage qu'elle a fait, qui donne le message. Donc ça, elle l'a remis tout à la fin de l'interview. Mais donc ça, finalement, ça n'a pas fait trop de vagues jusque-là. Il n'y a que ceux qui ont regardé, l'interview dure quand même 2 heures, il n'y a que ceux qui ont regardé l'interview jusqu'à la dernière minute qui avaient vu ça. Et du coup, pour Orlando, j'avais repris la vidéo 77 que j'avais préparée, quand Elena Danaan avait fait l'interview. J'ai repris cette vidéo 77 et j'ai rajouté à la fin, pareil, le message d'Anax. Et c'est ce que tu as présenté à Orlando. Et du coup, c'est la vidéo 777, donc ma dernière vidéo là sur ma chaîne qui s'appelle 777. C'est ma vidéo 77 telle qu'elle. Et juste à la fin, j'ai rajouté donc le message d'Anax sans plus d'explications. Alors c'est pareil, il n'y a pas grand monde qui connaît Anax, il n'y a que ceux qui suivent Elena Danaan qui savent qui est Anax. Donc là, c'est l'occasion de bien expliquer tout ça. Et donc, c'est effectivement cette vidéo qui a été présentée à Orlando. Eh bien, Chris, moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de nous expliquer parce qu'on s'aperçoit que, d'abord, on n'est pas tout seul et que l'on vit vraiment dans un champ qui est informationnel, qui a une conscience quelque part, on pourrait dire ça, avec lequel on est relié.
Oui, ben, tous mes travaux arrivent à ces conclusions à chaque fois. qui sont à l'opposé des théories de la science officielle. Alors, en conclusion, Chris, est-ce que tu as le sentiment justement d'être guidé dans tes recherches depuis le début, que tu as mis une touche, puis ensuite tu t'es carrément plongé là-dedans? Est-ce qu'il te semble que tu es vraiment guidé dans toutes tes recherches, dans ce processus de divulgation? Oui, oui, bah j'en suis convaincu parce que les synchronicités que je rencontre j'en ai plein. Et alors, aussi beaucoup autour du chiffre 777. Oui, j'ai oublié de dire, par exemple, quand donc en 2017, quand j'avais décodé ce message 777, donc j'en ai fait donc, c'est une fameuse vidéo, donc la neuvième sur ma chaîne historique qui portait déjà le numéro de 777, et j'avais transmis cette vidéo à une journaliste américaine qui avait la chaîne, alors elle est plus trop active, j'ai l'impression, sur le web. Elle s'appelle Teresa Yanaros. Elle avait une chaîne qui s'appelait Divine Frequency, fréquence divine. Et j'avais des contacts avec elle, bon, je ne sais plus pourquoi, mais bon, j'étais en contact avec elle et je lui pousse la vidéo. Et quelques minutes après, ou quand elle a vu la vidéo, quelques minutes après, elle me renvoie un message. C'était la photo de son thermomètre, parce que la température, donc en Fahrenheit, elle m'a envoyé la photo, c'était 77,77 Fahrenheit. 77,77. C'est incroyable. Donc, ça a été la Ouais. première fois. Donc, j'avais décodé ce message 777 et c'était la première fois que j'avais là quadruple 7 grâce donc, à Teresa Llenaros qui m'envoie ça. C'est Et une quand puissance, hein. j'ai fait. C'est énorme, oui. Et C'est pareil, quand j'ai fait l'émission avec Nuria TV, donc en septembre 2021, bon, à l'époque, j'étais pas spécialement connu, un peu plus connu maintenant, et voilà. Et pareil, ça faisait 3 mois, plus de 3 mois que j'attendais de caler un rendez-vous avec Guillaume de Nuria TV. Ça faisait aussi presque 6 mois, 1 an que je devais faire une séance chez un ami qui a une machine à ondes scalaires, absolument, donc les travaux de Tesla, donc il a une machine à ondes scalaires. C'était prévu que j'allais faire une séance là, avec lui. Il y a plus de 6 mois, un certain temps qu'on en parlait, je n'ai jamais eu l'occasion. Et justement, le téléphone sonne alors que je suis en train de faire une séance d'ondes scalaires. Et donc je ne peux pas décrocher. Et après la séance, en plus, je disais à mon ami, bah, oui, ça fait 3 mois que j'attends que Nuria TV m'appelle, je n'ai pas de nouvelles, bon, je ne sais pas si je ferai une interview. Bon. Et puis je pars, et là, je découvre que celui qui avait appelé pendant la séance, c'était Guillaume de Nuria TV pour caler le rendez-vous pour l'interview. Donc je rappelle aussitôt, on cale le rendez-vous pour cette fameuse émission donc, sur Nuria TV de septembre 2021. Et je reprends la route, parce que je partais de chez mon ami, là je m'étais arrêté, je reprends la route, je rentre, je rentre sur la Nationale 6, et là une grosse berline étrangère de double vient se mettre devant moi, reste quelques secondes et réaccélère. Et la plaque de la berline, c'était 7777. Probablement que tout le monde a des guides, oui, après il faut s'en rendre compte aussi, mais moi en tout cas là c'est ah, tellement c'est flagrant, flagrant c'est que là je peux pas passer à côté quoi. oui, oui, Et des trucs comme ça, mais j'en ai quand même un certain nombre. Ouais. oui, 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 donc oui, oui. je suis convaincu que tous mes travaux, même oui, ce que j'ai trouvé, c'est pour moi ce que les physiciens cherchent à comprendre et qui ne comprennent pas. Euh, donc j'ai été fortement aidé. Oui. Et une validation de plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'on peut rallier le spirituel avec la science. Et en fait, la science, c'est aussi spirituel. Aussi. Et il va falloir que nous, les humains, nous apprenions à vraiment intégrer tous ces champs qui nous environnent, cette compréhension. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot, Chris, sur SpaceX, sur tes travaux, sur ce que Oui, tu vis au long de ton chemin? donc, les personnes qui voudront plus de précision encore donc, pourront aller voir sur ma chaîne donc YouTube Chris Essonne Science Interdite.
ou Mm. sur ma chaîne historique complète, je dirais, sur Odyssée. Pareil, vous trouvez facilement Chris Essode sur Odyssée. Donc là, vous aurez à la fois des vidéos, alors certaines sur le phénomène OVNI, d'autres sur SpaceX, donc il y en a quelques-unes, et d'autres, enfin, ou même beaucoup, sur la physique, redécouvrir la vraie physique qui s'appuie sur les travaux de Nikola Tesla. Et c'est plus facile alors, sur la chaîne YouTube d'utiliser les playlists parce que c'est organisé. Sinon, il y a beaucoup de vidéos Oui, qui s'imbriquent en oui. fait. Donc, là, par les playlists, vous trouvez les différentes thématiques et vous pouvez viser plus facilement les thèmes qui vous intéressent. Voilà. Et je serais Chris, très heureux de venir expliquer la voilà. physique de l'éther, voilà, pour que les gens comprennent. Parce que même là, sur cette émission sur SpaceX, finalement, c'est la première fois que j'en parle aussi longuement. Habituellement, c'est pareil, en 10 minutes, un quart d'heure, voire plus. Et merci beaucoup, Patricia, parce que c'est vraiment là une opportunité énorme de bien expliquer les choses, parce que je pense que la plupart des gens qui regardent les vidéos ne comprennent pas l'importance de cet événement et du message que j'ai décodé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je voulais qu'on fasse cet échange pour qu'on comprenne bien qu'on est vraiment relié à un monde, à un univers très intelligent, où il y a des bienveillants, où il se passe plein de choses. Et c'est vrai que ce 777 pour cette fusée, ça m'intriguait énormément et j'avais besoin de comprendre en détail, ne pas survoler. Il faut comprendre et intégrer que la spiritualité, c'est ça aussi. C'est être guidé sur des chemins pour comprendre. Moi, je ne suis pas scientifique. Chacun a ses propres compétences. Les tiennes sont celles-là. Et dans tes compétences scientifiques, eh bien, tu n'es pas coupé de la spiritualité. Loin de là. Tu es guidé, amené, si peu que tu acceptes d'être guidé. C'est une belle leçon, au contraire, euh, que ce témoignage. Et vraiment, merci beaucoup, Chris. Merci de tout cœur. Je te dis à une prochaine fois parce que je pense qu'il y aura beaucoup de sujets à traiter de mois en mois et notamment sur les vaisseaux, ces vaisseaux que l'on voit dans le ciel. Peut-être que tu pourras nous en dire plus aussi à un moment donné. Euh, mais vraiment, je voulais te remercier de tout cœur, Chris, et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Patricia. Oui, à bientôt. Ce sera un plaisir.